On se rencontre de nouveau, toujours pour parler d'écriture, de lecture. Alors c'est vrai que j'ai toujours du mal à définir, est-ce qu'on dit, Dr Ahmani, est-ce que c'est un médecin écrivain médecin? Je pense que je t'avais déjà posé la question la dernière fois. Bon, je suis médecin, je suis écrivain, ouais. je suis les deux. Hein. Oui. Ça me constitue, c'est mon identité sociale. Oui, et je me posais la question, tu sais, de me dire justement, quand on est médecin, tu es anesthésiste réanimateur à l'hôpital de franco-britannique, je suis anesthésiste réanimateur à l'hôpital franco-britannique, j'ai été chef de service à l'hôpital franco-britannique d'anesthésie, des urgences, j'étais chef de service d'anesthésie aussi à l'hôpital de Neuilly, et là maintenant je me retire un petit peu pour me consacrer plus à la littérature. C'est un choix. Bah là je m'en dégage beaucoup pour écrire et puis pour promouvoir le livre pour lequel on se rencontre aujourd'hui. Oui, parce qu'on est habitué à l'écrivain de romans à succès. Inspiré de personnages, pas de moi, parce que je n'aime pas l'autofiction. Ça, c'est une chose que je ne supporte pas. Et il y a beaucoup d'écrivains qui se regardent le nombril et qui font de l'autofiction. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt dans la fiction. Bon, on s'inspire toujours de sa vie. De toute façon, on est obligé. On n'est pas né, on ne sort pas du néant. Donc, on s'inspire de son passé, de son présent, de gens qu'on a connus, qu'on a aimés ou qu'on a détestés. Et mes livres s'inspirent de gens connus. Mais c'était de la fiction jusqu'à présent. Oui, c'était de la fiction. Et là, le livre, les contes berbères de mon grand-père ne sont pas de moi. Ils sont de mon grand-père. Slimane Rahmani, qui les a recueillis dans les années 40-50, en Kabylie. Il les a recueillis en kabyle et il les a traduits en français. Et d'ailleurs, dans ce livre, vous allez trouver une partie kabyle. Et alors, l'éditrice, parce que ça faisait un livre trop épais, j'ai 2 contes in extenso en kabyle, écrits en kabyle, qu'on n'a pas intégrés et que je pense publier en Algérie. La transmission donc de ces contes, c'est pas fait directement de ton grand-père à toi, mais tu connaissais l'existence. Non, je connaissais l'existence parce que quand mon grand-père est mort en 64, j'ai eu accès à ces contes qui devaient être publiés en 62 et qui ont d'ailleurs été préfacés par Jacques Berck, le grand islamologue. Natif de Frenda, pour ceux. Ma mère est natif de Frenda. Et dont le père était responsable de la commune mixte de Oued Marsa. Et c'est ainsi que Jacques Berck a connu mon grand-père, parce que mon grand-père lui a donné des cours d'arabe et de berbère, comme à René Basset par exemple. Et c'est la raison pour laquelle ces contes ont été dédicacés par Jacques Berck, parce que mon grand-père lui a donné l'envie de continuer sur le chemin de la langue arabe et de la langue berbère. Quand il est mort, ma tante a récupéré ses archives et ses contes berbères et me les a donnés à lire. Et j'avais été fasciné par ces contes parce qu'ils sont extrêmement savoureux. Oui. Et quand je suis devenu écrivain, j'ai demandé à ma tante, puisque j'ai les réseaux, de me les donner pour qu'on les publie. Elle n'a jamais voulu. Pour des raisons X, et des raisons diverses, et quand elle est morte, il y a quelques années, donc je les ai récupérés, j'ai travaillé dessus, parce que j'ai adapté le français, qui était français des années 50, au français des années 2020, et j'ai confié le texte, on a confié avec Isabelle Baudis le texte berbère à Farid Belmokhtar, qui est enseignant à Paris, et qui a donc corrigé le texte berbère. Et ce texte berbère, c'est une mine, parce que Farid Belmokhtar nous a dit on ne parle plus comme ça. Pour une raison très simple, c'est que le berbère s'est créolisé, c'est-à-dire qu'il s'est mélangé à l'arabe, au français. Et c'est pour ça que ce livre est une vraie richesse, parce que vous allez trouver dedans des proverbes, des poèmes, il y a même un conte en entier qui est en berbère. Ils sont issus du vieux fond méditerranéen, par exemple, il y a un conte, et j'ai retrouvé dans ce conte la légende de Sant Jordi en Catalogne, parce que Sant Jordi a libéré un village de l'emprise d'un dragon, qui réclamait pour que les gens aient accès à l'eau, qu'on lui fournisse des jeunes filles à manger. Et dans les contes berbères de mon grand-père, il y a un jeune prince qui libère une ville de l'emprise aussi d'un dragon, enfin d'une hydre, qui réclame des jeunes filles pour laisser libre accès à l'eau. As-tu su comment
ton grand-père avait on lui avait transmis les contes. C'était des contes. Il les a récupérés chez les femmes, les femmes de son village, chez les femmes chez les femmes de la région et aussi auprès de conteurs. Parce que à l'époque, en Kabylie, il y avait des conteurs qui allaient de village en village et qui racontaient ces contes. Des contes à épisodes, c'est-à-dire qu'une après-midi, racontait la première partie, l'après-midi suivante, la deuxième partie, et il disait que pour éloigner les djinns qui auraient pu être réveillés par ces contes, il fallait sacrifier une bête, comme ça ils pouvaient manger de la viande. La belle affaire. Tout à l'heure, je faisais un parallèle peut-être pas si hâtif que ça aux Fats de La Fontaine qui font partie de ma culture. Les contes berbères qui sont évoqués, qui sont racontés, qui sont narrés, les contes que ton grand-père a racontés, mettent toujours en scène des humains, des êtres humains, mais également des animaux. Des animaux auxquels on a prêté la possibilité de parler, de réfléchir. Bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a une similitude. De toute façon, on le sait, les contes de La Fontaine ne sont pas de La Fontaine. Hein. Ils viennent de Perse. Hein. Ils ont été La Fontaine a adapté des contes orientaux. Hein. Beaucoup. Et ces contes, effectivement, avaient une vertu, en tout cas des vertus pas thérapeutiques, mais éducationnelles, sociales, effectivement. Bien sûr, c'était une manière pour mettre en garde les enfants contre les dangers du monde, contre les dangers de la rouerie des autres. Alors, on employait, pour que ce soit plus agréable à entendre, des animaux. Hein. Par exemple, le chacal, qui est très souvent un des animaux. Oui, qui est un animal emblématique de ce que peut être la rouerie, de ce que peut être le mensonge, l'hypocrisie et la tromperie. Et toujours en fond, une atmosphère dans laquelle, j'imagine, toi et moi on a baigné, en tout cas moi je sais que ça me rappelle, ces pouvoirs un peu mystiques, cette magie toujours en arrière-plan, en tout cas ce pouvoir qu'on accorde à certains êtres humains ou certains animaux, une ambiance aussi un petit peu, effectivement, mystique, magique effectivement. Oui, bien sûr, ma grand-mère me racontait que de façon régulière, dans son village, il y avait des hommes saints qui passaient et qui avaient des pouvoirs de divination, par exemple, ou des pouvoirs de guérison. Ça, c'était en Kabylie, par exemple, on était environné de djinns. Oui. On vivait à la campagne et on racontait les histoires de femmes qui avaient longé un plan d'eau morte et qui étaient devenues folles ou qui avaient été agressées par un djinn. Et on vivait dans la crainte du noir, dans la crainte de tout ce qu'il y avait autour de nous. Et puis il y avait, au 19e siècle, il y avait encore des bêtes sauvages. Hein. En Kabylie, moi je me souviens d'un grand-oncle qui avait été éborgné par une panthère. Il y avait des lions aussi. Oui. Et donc dans ces contes berbères, on retrouve tout l'univers du 19e siècle, berbère du 19e siècle, et de la première moitié du 20e siècle. Et cette pauvreté, ce qui est frappant dans ces contes, c'est la pauvreté et le dénuement des gens qui ne mangeaient pas de viande, qui avaient peu à manger, qui se nourrissaient de céréales et de légumes, et la viande c'était pour les jours de fête. Mais il y a toujours effectivement à l'issue de chacun de ces contes, qui sont souvent des comptines effectivement qui durent 3 à 4 pages, en fait c'est des histoires faciles à raconter, à s'approprier. Il y a au final effectivement une leçon de morale. Oui, une morale, tout à fait, oui. Il y a notamment l'histoire d'une mère indigne, qui met en exergue la valeur de son fils, le sens de l'honneur de son fils, et à qui elle, n'est absolument pas à la mesure de ce qu'a été son fils. Et donc c'est une mise en garde, des enfants contre les personnes qui vous font, les personnes hypocrites, qui vous font bonne figure et qui complotent contre vous en permanence. On se reconnaîtra. À qui s'adresse ce livre aujourd'hui de contes? Parce qu'on peut imaginer que nous, on est de cette culture de contes, culture de tradition orale. Ça s'adresse à tout le monde, hein. Ça s'adresse aux enfants
berbères, hein, aux enfants algériens, marocains, tunisiens, de tous ces pays libyens qui ont un fond berbère. Et aussi, c'est destiné aux enfants de la diaspora, et pas seulement, les adultes aussi. Ce sont des contes qui nous apprennent la façon dont vivaient nos ancêtres, et surtout, et qui nous apportent aussi la langue qui était parlée dans les années 50. Tu as vocation, peut-être tu as espoir que, par exemple, ces contes soient enseignés à l'école, ou que le corps enseignant se réapproprie ces contes, ou qu'au sein du... Ce serait bien, oui, ce serait très bien. Moi j'ai fait œuvre de passeur, hein, mais, je le redis encore, ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce n'est pas moi qui les ai recueillis, mais je le fais en hommage à mon grand-père, en hommage à mon village, au village dont ma famille est originaire, à Oras, et en hommage à la Kabylie et au monde berbère, hein, parce qu'il y a assez peu de choses, qui sont publiées sur les coutumes, sur les us, et c'est un fond. Si on ne le met pas en exergue, si on ne le donne pas au monde berbère, ça va disparaître. Hein. Et la volonté de mon grand-père, justement, c'était de recueillir, il a passé sa vie à recueillir les traditions, les us et coutumes de sa région. Oui. Et le fait de les publier aujourd'hui permettra effectivement d'évoquer le souvenir de ton grand-père aussi. Bien sûr. Tu as connu un petit peu. Oui, je l'ai connu. C'était un homme qui était assez fascinant, parce que c'était un autodidacte, et qui était lettré dans toutes les langues qui se parlaient en Algérie. C'est-à-dire qu'il parlait l'arabe algérien, il parlait l'arabe littéraire, et il le lisait, il l'écrivait, bien sûr, et il l'enseignait. Il parlait le français qu'il enseignait, puisqu'il avait été instituteur, professeur d'arabe ensuite, professeur de berbère aussi, à l'école normale de la Bouzaria. Et il parlait le kabyle, bien sûr. Il parlait divinement bien le kabyle. C'est une manière de lui rendre hommage aussi, ces contes. Bien sûr, c'est une façon de le remettre en lumière. C'est ce qu'il aurait voulu, de toute façon, parce qu'il y avait une tentative, tu disais, de publication. Oui, mais la maquette, moi j'ai eu la maquette, le bouquin était fait. J'ai vu la maquette, et malheureusement, 1962... C'était pas la meilleure période, peut-être. Voilà, la France se désintéressait de l'Algérie, d'une part, et puis la langue berbère, et tout ce qui était berbère, était devenu un peu sulfureux dans l'Algérie indépendante. Hein. L'avantage, effectivement, de tes livres, depuis quelques livres maintenant, c'est qu'ils sont publiés aussi bien ici qu'en Algérie. Oui. On espère effectivement que nos compatriotes algériens pourront s'approprier ce livre et il est publié en Algérie, il a été publié conjointement avec l'aide de l'Institut français. En Algérie par les éditions d'Alimène, et en France par Orient Éditions. Et je suis très content. Ils sont très très bien illustrés, ils sont magnifiquement illustrés par une franco-iranienne qui s'appelle Mélodie Hajabr, et qui a mis un peu de la miniature persane dans ses dessins. C'est l'occasion de rendre hommage, l'actualité nous l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Bien sûr, aux femmes iraniennes. Oui, exactement. Elle est très perturbée d'ailleurs par ce qui se passe en Iran. Et voilà, je rends hommage aux femmes iraniennes et à Mélodie Hajabr pour le magnifique travail qu'elle a fait dans son livre. Oui. Et puis on parlait de tes deux éditeurs qui se trouvaient être des éditrices, là, pour le coup. Qui sont des éditrices, oui. Donc Isabelle Baudis, qui est passionnée de tout ce qui est Algérie, Orient, et qui essaye donc de donner au monde la richesse de notre pays, et puis la richesse des autres pays du Maghreb et des pays d'Orient. Elle est concernée par l'Algérie en plus, Isabelle. Bien sûr, Isabelle est moitié algérienne, moitié pied noir, et elle a magnifiquement allié les deux
les deux faces de ses origines dans sa personnalité. Et puis, là c'est pour question personnelle, on va faire un coucou aussi, j'ai découvert que ton éditrice Dalimène est originaire de Moselle. De Moselle. C'est mon côté lorrain qui revient. C'est elle qui a publié, qui m'a fait confiance et qui a publié Alger sans Mozart, Siamoise, Bien portant avec la médecine du prophète, Ultime preuve d'amour, et maintenant Les contes berbères de mon grand-père. Oui. Voilà, qu'on le trouve en Algérie. On trouve. J'ai une confidence avant de conclure, si tu veux. J'étais à la mairie de la Basse-Casbah il y a début juin, et dorénavant, je te promets que c'est vrai, quand je passe le long de front de mer et que je passe en laissant à gauche l'ancien hôtel Aletti, j'ai forcément une pensée pour toi ou pour tes écrits, j'assure. Hein. Oui, parce que Ultime preuve d'amour, ça s'est passé beaucoup. Ouais. À l'hôtel Aletti, qui s'appelle Saphir maintenant. Donc j'ai dit c'était un petit clin d'œil parce que... Je ne sais pas s'il a rouvert parce qu'il était en complète réfection. Je suis bien incapable de te dire. Il était en complète réflexion. Je crois pas qu'il est ouvert parce que sinon je l'aurais appris. Et j'espère qu'ils ont gardé le côté art déco de cet hôtel qui était magnifique. Ces contes recueillis par un berbérisant qui s'appelle Slimane Rahmani, que j'ai adapté à notre époque. Donc Rahmani Jamil a poursuivi l'œuvre de son grand-père, et j'espère que le monde berbère et les Kabyles le liront et le partageront avec leurs enfants, avec leurs amis, pour que cette mémoire reste vivante.